Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Je reviens après plus d'un mois d'absence, mais je vais vous demander de rester jusqu'à la fin s'il vous plaît, puisque j'ai quelques annonces à vous faire. Bref, aujourd'hui on va parler de la Coupe du Monde en Afrique du Sud de 1995. Vous avez déjà sûrement entendu parler de cet événement à travers des reportages ou à travers le film Invictus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cet événement a marqué non seulement l'histoire du rugby, mais l'histoire d'un pays tout entier. Tout d'abord, je vais vous faire une rapide mise en contexte. L'Afrique du Sud est une ancienne colonie britannique qui est intégrée au Commonwealth. Mais avant cela, le pays était occupé par des colons néerlandais, et si la population blanche représente seulement 10% de la population totale en Afrique du Sud, plus de 60% de ces blancs sont issus des colons néerlandais, et ils sont appelés les Afrikaners. L'Afrique du Sud apparaît comme un pays assez divisé, au sein duquel des tensions ont lieu entre communautés, notamment entre les Noirs et les Blancs. La situation s'aggrave lorsqu'en 1948, le candidat nationaliste Daniel Malan remporte la présidence sud-africaine. Très vite, ce dernier met en place une politique d'apartheid, c'est-à-dire une sorte de ségrégation raciale basée sur la couleur de peau et au détriment des Noirs. Les personnes noires sont alors exclues de nombreux postes importants au sein de la société, et leurs droits sont officiellement inférieurs à ceux des blancs. On essaye également d'éviter au maximum le mélange entre les couleurs. En 1962, l'homme politique et activiste Nelson Mandela, fervent militant de la cause noire, va se faire arrêter pour sabotage, et il sera condamné à la prison à perpétuité. En parallèle, face à ce durcissement de la société sud-africaine, de nombreux États décident de boycotter le pays, l'isolant ainsi sur la scène internationale. Le rugby n'y fait pas exception. Et l'équipe nationale sud-africaine, qui est baptisée les Springboks, sont alors exclus des compétitions internationales. Et donc de la participation aux Coupes du Monde, dont la première édition eut lieu en 1987. En 1990, après 27 ans d'emprisonnement, Nelson Mandela est finalement relâché. Un an plus tard, le régime nationaliste tombe et l'apartheid avec lui. Nelson Mandela commence alors un formidable travail de réconciliation pour éviter que le pays ne bascule dans la violence. Bah ouais, après plusieurs dizaines d'années d'injustice et de ségrégation, les Noirs ont de la colère à revendre, et les Blancs qui sont largement minoritaires, 10% de la population, je vous le rappelle, commencent légèrement à se chier dessus. Notre ami Nelson tente donc d'éviter au maximum l'embrasement, et il est porté à la tête du pays en 1994. Avec la fin de l'apartheid, le rugby sud-africain et donc l'équipe des Springboks sont de nouveau autorisés à disputer des matchs internationaux, et le pays est même choisi pour accueillir la Coupe du Monde en 1995. Cet événement apparaît comme une formidable occasion de fédérer un pays autour d'une cause commune, et les Springboks portent sur eux les attentes et les espoirs de tout un peuple en quête de réconciliation. Seulement, le rugby en Afrique du Sud comporte une dimension assez particulière. Sport de blanc par excellence, le rugby est peu pratiqué par les populations de couleur, et ce, même si les Springboks s'ouvrent aux joueurs noirs depuis 1976. Le rugby en Afrique du Sud est alors considéré comme un des vestiges de la domination raciale, d'autant plus qu'il est pratiqué massivement par des Afrikaners, peu enclins à se mélanger. Il fut même un temps question de remplacer l'emblème du Springbok, qui est le symbole d'une époque ségrégationniste du fait de son origine néerlandaise, Springbok qui veut dire bouc sauteur en néerlandais, par la fleur du Protea, qui est un emblème plus neutre et qui représente l'Afrique du Sud dans son ensemble. Cependant, conscient de l'importance de cet emblème pour les populations blanches, et soucieux de préserver la réconciliation qu'il prône tant, Nelson Mandela va s'opposer à ce changement. Et il considérera que la Coupe du Monde sera alors l'occasion pour tout un pays de se réapproprier cet emblème. Les Springboks ont donc une grande responsabilité dans tout le processus de réconciliation entamé par Nelson Mandela. Tandis que leur comeback dans le rugby international s'avère un retour à la réalité assez brutal. En effet, entre 1992 et 1994, les Springboks vont perdre 3 séries de test-matchs contre la France, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Gagner la Coupe du Monde apparaît alors comme un objectif insurmontable. Les Springboks se soudent cependant autour de leur capitaine emblématique François Pienaar, et se préparent ainsi à disputer la première Coupe du Monde de leur histoire. A noter qu'à l'époque, seulement un joueur noir faisait partie de l'équipe, il s'agit de l'ailier Chester Williams. Disposant d'un tirage assez favorable, les Boks sortent facilement de leur poule, avant de disposer aisément des Samoa en quart de finale. Les Sudaf filent donc en demi-finale contre la France. Là, à Durban, sous une pluie torrentielle, les Boks viennent très difficilement à bout du 15 de France dans un match très haché et dont le dénouement sera controversé. Cette précieuse victoire les mène alors en finale face aux All Blacks qui ont eux disposé des Anglais. Si où qu'ils passent, les All Blacks suscitent toujours un intérêt particulier et ne laissent personne indifférent, cela est d'autant plus vrai en Afrique du Sud. En effet, comme je l'expliquais durant ma dernière vidéo, petite autopromo au calme, les Blacks bénéficient d'un conséquent vivier issu des îles du Pacifique. Des hommes de couleur donc jouent aux côtés d'hommes blancs. Et de manière générale, la Coupe du Monde est l'occasion pour le public sud-africain de voir évoluer des équipes qui comportent des joueurs issus d'horizons différents. Comme c'est le cas au sein du 15 de France avec le joueur Abdelatif Benazi qui est d'origine marocaine, et avec la participation de la Côte d'Ivoire. Mais le véritable centre d'attention de la Coupe du Monde est bien évidemment le jeune All Black, Jonah Lomu. D'origine tongienne, c'était lié aux dimensions extraordinaires. 1m96 pour 120 kg lancé à 11 mètres par seconde, marche impitoyablement sur tous ses adversaires, comme on a pu l'attester le malheureux Mike Catt.
Le symbole d'un homme de couleur envoyant au tapis des hommes blancs marque profondément le public sud-africain. Si bien que Jonah Lomu s'attire une forte sympathie d'une grande part de la population noire. Toujours est-il que les Boks réussiront l'exploit de battre les Blacks en finale dans un match très engagé et très serré qui va se finir sans essai sur le score de 15-12. Conscient du danger permanent que représentait Jonah Lomu, les Sudaf vont alors mettre en place un système de défense très agressif sur lui, n'hésitant ainsi pas à se mettre à plusieurs pour l'arrêter. Last test match for New Zealand today. Zinzan broke away to Lomu. So far the show. L'Afrique du Sud gravit alors une première étape dans sa reconstruction, et les images de Nelson Mandela vêtu du maillot vert et or et qui remet la coupe au capitaine François Pinard vont faire le tour du monde, ce qui marquera les débuts de la nation arc-en-ciel. Il ne faut toutefois pas s'imaginer que cette victoire va résoudre tous les problèmes du pays d'un coup. Même si cet événement fut capital, la société sud-africaine reste très divisée entre les communautés. Et l'Afrique du Sud demeure encore aujourd'hui l'un des pays les plus violents dans ses rapports sociaux. De plus, la victoire des Boks va être entachée de plusieurs polémiques et controverses. D'abord au niveau de l'arbitrage sur l'ensemble de leur parcours en compétition, mais encore plus sur le match qui les a opposés face à la France en demi-finale. En effet, 2 essais qui étaient manifestement marqués par les Français vont être incompréhensiblement refusés par l'arbitre. Par rapport à ce sujet, je vous laisse en lien un petit reportage qui a été réalisé par l'équipe et qui va résumer bien mieux que moi tout ce qui s'est passé durant ce match, avec des témoignages des joueurs de l'époque et notamment de l'arbitre. Ensuite, un autre curieux événement va éveiller les soupçons. En effet, 2 jours avant la grande finale, les All Blacks sont victimes d'une violente intoxication alimentaire, au point que les 2 tiers des joueurs sont incertains pour le match. Même s'ils parviendront finalement à se remettre en forme à temps, c'est une équipe des All Blacks assez diminuée sur le plan physique qui va se présenter face aux Boks. La thèse d'un empoisonnement semble alors assez crédible. On a longtemps soupçonné une femme de chambre qui officiait dans l'hôtel des Blacks sans pouvoir affirmer quoi que ce soit. Une enquête fut ouverte et il semble qu'à l'époque, les pistes menaient moins à un désagissement du gouvernement sud-africain qui voulait s'arroger la victoire, et se tournaient plus vers la piste en fait de bookmakers peu scrupuleux, donc ceux qui font les paris, puisqu'en fait la cote des Blacks était énorme par rapport aux joueurs des Boks. En effet, les Blacks étaient donnés largement favoris pour la victoire. Toujours est-il que rien n'a pu être démontré concrètement, et que cet événement demeure l'un des mystères de l'Ovalie. Enfin, vous avez sûrement entendu parler des soupçons de dopage qui pesaient sur les Springboks. Ces doutes ont été nourris par une éruption de maladies curieuses qui vont toucher les Boks plusieurs années plus tard. En effet, plusieurs Boks ont été victimes de maladies très rares, telle la maladie de Charcot qui a fauché 3 joueurs, un autre est décédé d'une tumeur au cerveau prématurément, tandis qu'un dernier a été touché par une myélite transverse. Or, ces maladies, comme je l'ai dit, sont très rares normalement, et le fait qu'elles soient si concentrées dans cette équipe peut légitimement éveiller les doutes, puisqu'on sait que la prise de substances dopantes peut accentuer le risque de telles maladies. Si rien n'a pu être officialisé encore jusqu'à aujourd'hui, il est cependant assez légitime de douter de l'intégrité des joueurs à l'époque. Pour conclure, il me paraissait vraiment important de vous parler de cette Coupe du Monde, qui montre bien que parfois le sport nourrit des enjeux qui le dépassent. En l'occurrence, le rugby a permis de fédérer toute une nation jusqu'alors divisée autour d'une cause commune. Comme je l'ai dit, cependant, de nombreux progrès restent à faire en Afrique du Sud. Vous savez très certainement qu'une nouvelle Coupe du Monde va avoir lieu au Japon en septembre prochain. Le thème qu'on a abordé aujourd'hui est pour moi l'occasion de vous annoncer une nouvelle série de vidéos qui sortira tout au cours de l'été. En gros, chaque vidéo sera centrée sur une des équipes qui va disputer la compétition. J'y détaillerai son palmarès, son histoire, son style de jeu, etc. pour vous donner une plus grande idée des challengers qui vont essayer de remporter la Coupe du Monde en fait. Dites-moi dans les commentaires si cela vous plaît, je pense que je vais commencer avec l'Angleterre puisque c'est la nation où est né le rugby. Je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous dire que c'est la dernière fois que je tourne dans ce décor puisque je déménage prochainement. Et c'est là que se tient le plus gros de mon annonce puisque à la rentrée prochaine je serai dans la ville d'Aberdeen en Écosse pour y faire une année Erasmus. Ce sera l'occasion pour moi de vous faire découvrir le rugby outre-Manche et peut-être aussi même de vous faire transparaître peut-être l'ambiance si j'arrive à la capter qu'il y a dans les bars écossais si ça vous plaît. Et ensuite j'aimerais bien aussi bien évidemment pratiquer le rugby au sein de l'université et peut-être que je pourrais partager mon expérience avec vous. Tout ça pour dire que j'ai vraiment hâte d'entamer tous ces changements pour la chaîne et je voulais aussi remercier le Rugby Ministère qui a partagé mon lien, enfin ma chaîne sur Twitter il y a quelques temps de ça et allez les voir ce qu'ils font ces chambés, ils font une analyse du rugby sur l'actualité du rugby qui est assez décalée et c'est cool, vous allez voir. Bref, n'oubliez pas de partager, liker et de vous abonner parce que cette vidéo m'a pris vraiment beaucoup de temps à écrire, à réaliser, à tourner et à monter. Comme vous pouvez le voir dans la description, je marque toujours le temps que ça m'a pris pour une vidéo. Bref, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.